You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et des préventions. Aujourd'hui, émission un peu particulière car je vais vous proposer à écouter des podcasts produits par Santé publique France, tous dédiés à la vie avec les VIH. Je profite aussi pour un petit rappel. Du 25 au 27 mai 2024 auront lieu les états généraux des personnes qui vivent avec les VIH. Il y a encore quelques jours pour s'inscrire sur leur site. N'hésitez pas, le site des états généraux des personnes qui vivent avec les VIH. Vous les trouverez très facilement sur Google. Et comme d'habitude, vous le savez, pour nous contacter, vous pouvez nous appeler au téléphone au 01 40 40 90 25. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur notre site comitédesfamilles.net ou bien passer par notre compte Twitter X VIH Radio ou notre page Facebook Comité des Familles. N'oubliez pas que nous sommes un podcast sur notre site, mais aussi sur Apple Podcast, Spotify et Audioblog. Pour commencer la série de podcasts que je vous propose aujourd'hui, réalisés par Santé publique France, voici un premier sur la vie avec les VIH. À suivre, un deuxième sur les traitements comme prévention et pour finir, un dernier sur les consentements. Bonjour, vous écoutez Sex Safe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH peuvent avoir une vie complètement normale, vivre leur passion sans entrave et travailler. Mais les problèmes n'ont pas pour autant tous disparu, loin s'en faut. Nous avons demandé à des personnes séropositives de nous raconter comment le virus impacte ou non leur vie amoureuse, leur vie professionnelle ou leur vie tout court. On commence avec Mathieu Ferrati, acteur X français, qui nous parle de son expérience au sein de son environnement professionnel, l'industrie du porno. Mon expérience avec le VIH, eh bien écoute, elle a été un peu, je dirais, je vais pas dire sulfureuse au début, mais c'était un peu compliqué parce que il y a 6 ans en arrière et maintenant, déjà, c'était pas la même chose, je pense. Et puis j'ai vécu avant avec un séropositif qui me disait tout le temps qu'il fallait se cacher, qu'il fallait pas le dire pour le regard des autres, etc., etc. Donc du coup, au début, j'avoue, je me suis un peu caché. Même si j'ai essayé de le dire, je me suis pris des bonnes claques dans la gueule, on va dire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va se cacher derrière la PrEP, notamment. Et puis, bah, ça m'a pas vraiment rendu service, parce que j'ai eu un parcours un peu compliqué, avec des expériences plus ou moins, même très difficiles. Et du coup, ça m'a amené à réfléchir sur le sujet. D'où mon investissement dans le milieu, et notamment sur le sujet du VIH. Alors sur le fait d'avoir annoncé ma séropositivité, ben franchement, étonnamment, je m'attendais à recevoir des messages un peu de haine et vraiment des trucs un peu dégueulasses comme je pouvais recevoir avant, quand je faisais de l'escorte par exemple. Et pas du tout, en fait, j'aurais reçu beaucoup de messages d'encouragement et des remerciements surtout en fait, de gens qui habitent pas forcément dans des grandes villes et qui savaient pas ce que c'était que de vivre avec le VIH et surtout d'être indétectable. Je pense que c'est encore un sujet qui reste très flou pour beaucoup de personnes en fait. Pour que ça rentre enfin dans la tête de tout le monde en fait, parce qu'il y a encore beaucoup de sérophobie quand même dans le milieu, gay, même hétéro, hein, je pense. Et vraiment surpris en fait sur le nombre de personnes qui ne sont pas au courant en fait. Je pense que c'est vraiment une espèce de propagande qu'il faudrait mettre en place en fait, pour que ça puisse enfin rentrer dans la tête de tout le monde. Je pense en France être un des rares et des premiers à le clamer comme ça en fait. Je pense qu'il y a encore beaucoup de non-dits en fait par rapport au VIH. Ouais, vraiment. Je pense que les gens n'assument vraiment pas en fait le VIH. Ils ont peur du regard des autres.
Et étonnamment, malgré le porno, qui pourrait faire penser que les gens sont un peu plus libérés, non, il y a quand même encore beaucoup de gens cachés. C'est qu'en fait, je suis une personne comme tout le monde, en fait, ça n'a rien changé. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est séropositif que on doit être pestiféré ou qu'on est différent des autres, en fait. Hein. Je suis quelqu'un, ce qui est le plus normal, en fait. Et je pense que c'est important, en fait, de faire comprendre aux gens que maintenant on peut vivre avec le VIH comme une personne tout à fait normale, en fait. Oui, c'est sûr que maintenant on a en plus la chance d'avoir la PrEP en plus du préservatif. C'est sûr que ça change quand même, ça a un peu révolutionné le monde sexuel quand même. J'avoue, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui n'aiment pas baiser avec le préservatif, et du coup maintenant la PrEP c'est un moyen de pouvoir avoir un moyen de protection invisible, on va dire. Je trouve que c'est important que les langues se délient en fait et d'en parler en fait. Et puisque j'assume complètement en fait ma séropositivité, je trouvais que c'était important de pas le garder pour moi, et au travers des expériences, des mauvaises expériences que j'ai vécues, en fait ça m'a rendu plus fort. Et ça m'a fait comprendre que j'avais cette force en moi et que je pouvais aider les autres, en fait, peut-être à acquérir cette force. Et du coup, je pense que c'est important d'en parler. Maintenant, on a les réseaux sociaux, donc c'est important, en fait. Je pense qu'en termes de moyens de communication, en échelle, il n'y a pas plus grand, en fait. Et c'est important, en fait, d'en parler régulièrement, en fait, pour avoir de la visibilité. Alors, personnellement, le regard des autres, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est un truc... j'ai toujours eu ce truc, en fait, et que j'avais perdu, notamment au début, avec le VIH. Une espèce de confiance en soi un peu entre guillemets. En fait, j'ai toujours vécu pour moi et pas pour les autres. Et c'est vrai qu'au début du VIH, j'ai plus eu tendance à vivre avec le regard des autres, se poser sur moi, que pour moi en fait. Et ça a vraiment changé. Donc j'ai repris confiance en moi. Et je pense que c'est important en fait d'en parler. En fait, ça n'a pas du tout changé, si ce n'est que maintenant j'ai beaucoup de remerciements. Et je trouve que c'est important. C'était important pour moi d'utiliser ma petite notoriété en fait pour pouvoir distribuer le message, en fait. Et apparemment, c'est passé. Une personne vivant avec le VIH sous traitement ne transmet pas le VIH. Voici le témoignage de Franck et JC, un couple dont l'un des partenaires est séropositif et l'autre séronégatif. Je suis séronégatif et je vis avec une personne séropositive au VIH. Nous sommes donc un couple sérodiscordant. Il me l'a dit quelques jours après, quand on se soit rencontrés, quand je pense qu'il a vu que ça devenait un peu plus sérieux. Je te l'ai dit au bout de 2 semaines. Parce que je prenais mes médicaments, en fait, on dormait ou chez lui ou chez moi. Et des fois, pour des raisons pratiques. On dormait chez lui et je les prenais dans ses escaliers, en fait, avant de rentrer chez lui, les médicaments. Donc, et puis un jour, et comme évidemment, en 2002, c'était 2002, 2003, le médicament était quand même un peu fort et qui me détruisait un peu l'estomac à l'époque. Je passais beaucoup de temps dans ses toilettes. Donc à un moment donné, je me suis dit, il va falloir quand même lui dire et lui expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi j'arrive toujours avec une bouteille d'eau chez lui, voilà. C'était plein de trucs comme ça. C'est sûr que même si au début, ouais, on mettait des capotes, enfin, pour moi, c'était, voilà, obligatoire de mettre des capotes. Donc je me posais pas trop la question. C'est vrai que c'est pas une question que je lui ai posé et qui me préoccupait, quoi, en fait. C'est moi qui me prenais plus la tête, en fait. Parce que je le savais, je savais même pas son statut, en fait, non plus. Oui, voilà. Oui, mais je savais pas ton statut, ouais. mais c'était, comme ça faisait à peine 1 an que j'étais sous traitement, je l'ai appris en 2000, j'ai commencé à me faire traiter en 2002, parce que j'ai occulté pendant 2 ans, le VIH. Et ça faisait à peine 1 an, voilà, que j'étais sous traitement, moi. Du coup, j'étais pas rassuré encore parce que je commençais de très loin. J'avais une charge virale qui explosait tous les records. J'avais plus de défense immunitaire. Enfin, c'était une catastrophe quand j'ai commencé les traitements. Donc, du coup, j'avais cette peur, moi, de cette appréhension. Je me sentais contagieux par rapport à lui, sans savoir son statut. Mais comme je venais de très loin, le début de traitement était un peu lourd pour moi. Du coup, j'avais peur pour lui. Et j'avais peur de lui annoncer, j'avais peur parce que j'étais très amoureux, évidemment. C'était plus un besoin d'être franc parce que justement, du coup, je me suis dit, vaut mieux que je le perde maintenant si jamais il y a à le perdre à cause de ma séropositivité, que plutôt attendre encore et que, ça soit encore plus catastrophique. Donc j'ai préféré lui dire, ouais, voilà, s'il accepte pas, je m'en remettrai. Ça aurait été peut-être un peu plus difficile sur quelques mois. J'ai dû lui dire, tant pis. Mais ça me posait aucun souci. Enfin, j'ai jamais eu peur de ça, quoi. J'ai très tôt été confronté effectivement à des personnes séropositives. Quand je suis entré dans le milieu homo, j'ai découvert mon homosexualité automatiquement. Plein d'amis étaient séropositifs et j'ai tout de suite, j'ai jamais eu de crainte avec ça.
Le seul problème, oui, la seule question que j'ai dû me poser, c'est du coup, s'il est séropositif, il va falloir qu'on utilise des capotes toute notre vie, quoi. C'est ça un peu qui m'a dérangé. Ouais, c'est une question un peu bizarre, ouais, Ouais. effectivement. À Et l'époque. puis on n'avait pas de recul encore sur les charges virales. Moi, je le savais pas qu'une personne qui avait une super observance et charge virale indétectable ne transmettait plus le VIH. Bon, on l'a su aussi un peu Et on plus l'a tard. su, Enfin, on l'a su c'était plus tard, ouais. confirmé, Mais ouais, là, voilà. Mais effectivement, ne sachant pas ça à l'époque, c'est vrai que dans l'idée, c'était si on fait notre vie Pour ensemble, moi, si on passe un long moment c'était, ensemble, voilà. dans tous les Si cas, on je veux baisera pas- avec capote, quoi qu'il arrive, quoi. Parce que Dans ma pour le tête, protéger c'était- lui, c'était comme ça. Enfin, Dans ma c'était- tête à moi, c'était ça, en me disant, voilà, si, Bah, c'était un peu ça, si hein, je veux lui rester aussi, hein. séronégatif, voilà, on va être obligé de mettre des capotes toute notre vie, quoi. Enfin, moi, j'ai vécu avec un mec séropositif au VIH alors que moi, j'étais hétéronégatif. Donc ça, je sais comment on pouvait le vivre. Être rejeté pour ça, je sais pas si j'aurais trouvé presque normal au final qu'on me dise bah non, pour ma sécurité, je préfère pas qu'on continue comme ça. Je sais pas, j'aurais pas appelé ça de la sérophobie. Peut-être qu'aujourd'hui, si. Alors bizarrement, enfin, c'est une demande des deux. Je pense que les deux on avait envie. Baiser sans capote. Ah, bien Ensemble, sûr, bah, ensemble. Bien sûr. Mais moi, j'étais plus flippé que lui, en fait. Certains indétectables peuvent ne pas mettre de préservatif et c'est sûr que... Que j'étais presque moins dangereux que lui si jamais il baisait sans capote ou... Enfin, voilà, que je pouvais pas lui transmettre le VIH, en tout cas. Et pendant un an encore, j'ai voulu qu'on continue quand même avec Oui. des capotes. Alors Je que sais pas, moi, j'avais un peu peur. voilà, je faisais confiance, effectivement, à la médecine et s'il disait qu'on pouvait faire sans capote, c'était très bien. Mais il a voulu, non, encore un peu... Ouais, attendre. je sais. Mais en revanche, oui, après, quand j'ai dit, allez, quand on a retiré les capotes, ouais, effectivement, on s'est un peu découvert. Quand on a ouvert on a ouvert notre couple à un moment, effectivement, et donc on faisait avec d'autres, Oui. à trois, voilà, on est ça a toujours commencé comme ça, ouais. ensemble. Hein. Et effectivement, non, c'est pas une question, on ne posait pas la question à savoir si la personne était négative ou positive, quoi. Parce qu'il y avait le préservatif en permanence. Exactement. Parce que effectivement, Exactement. on mettait le préservatif en permanence. Ok. Donc effectivement, on a eu aussi donc des refus, des gens qui ne voulaient pas baiser avec nous parce qu'ils ne voulaient pas la capote. Ou parce qu'il y en avait un qui était séropositif aussi. Il y en a un qui était, voilà, comme il y en avait un qui était positif au VIH, du coup, il voulait pas, il y en a qui disaient, bah non, j'ai peur. Certains, J'ai peur, même avec capote, j'ai peur. Et oui. Donc, si, dans tous les Même cas, avec capote. une fois de plus, on n'appelait pas ça de la sérophobie. C'est un peu bizarre d'ailleurs, ouais. Du coup, les méconnaissances mènent à la peur. C'est ça le truc. Puis en revanche, oui, sur les mecs qu'on se fait séparément, non, enfin, la question se pose pas. Capote, on peut baiser capote, sans. Voilà, après, je demande pas non plus le statut sérologique des gens. En conclusion, vivre avec une personne séropositive sous traitement, hein, qui fait qu'elle ne transmet plus le VIH, et la vie de couple se passe très bien comme ça. Et si le meilleur moyen de prévenir la sérophobie, ou en d'autres termes, le rejet des personnes vivant avec le VIH, c'était de dire sa séropositivité. On l'a souvent dit, la visibilité permet de faire évoluer les consciences et de faire reculer les discriminations. Mais est-ce aussi simple? Et doit-on absolument parler de sa séropositivité? À partir de son expérience, Stéphane Verne, qui milite à Aide, nous donne quelques réponses. Bonjour Stéphane, pouvez-vous nous parler de votre parcours au sein de Aide? Mon parcours de militant, je l'ai commencé relativement tard. En fait, donc j'ai fait mon coming out gay en début des années 90. J'ai découvert ma séropositivité en 2000 et j'étais pas du tout militant à l'époque. C'est-à-dire que je voyais ça de très très loin. J'avais une vie classique de gay. Je sortais dans des clubs gays, dans des bars gays, etc. J'avais mes amis gays, mes amis hétéros. Tout ça se mélangeait. Et du coup, j'avais pas forcément de fibre militante. Et puis, quand j'ai découvert ma séropositivité en 2000, petit à petit, j'en ai parlé autour de moi, à des amis, de moins en moins proches. Et en fait, j'ai eu des retours extrêmement positifs. J'ai été soutenu, j'ai été compris. Quand je l'ai dit en 2000, dans la boîte à laquelle je travaillais, j'étais à Londres à l'époque. Et quand je leur ai dit, j'ai été vraiment accueilli, mais hyper bien. Ma directrice à l'époque a été hyper soutenante, etc. Donc, petit à petit, je me suis aperçu que j'avais un besoin de rendre la monnaie de la pièce parce que j'avais tellement reçu que c'était mon temps de donner. Et donc, j'ai cherché pendant un petit moment comment trouver l'espace, le lieu, l'association pour faire ça. Et puis, j'ai croisé un peu par hasard Aide en 2013, Aide, l'association de lutte contre le VIH/SIDA. Et c'est là que je me suis impliqué en tant que
que volontaire. J'ai voulu parler de être séropositif, qu'est-ce que ça faisait, quel était notre parcours, quelles étaient les difficultés, qu'est-ce qui pouvait être chouette aussi. Et du coup, je me suis engagé, j'ai été 2 ans comme volontaire dans l'association, c'est-à-dire une forme de bénévolat. Et puis après, je suis devenu salarié. Et d'une militance, c'est devenu un activisme, c'est-à-dire qu'en vieillissant, j'ai 49 ans, je deviens de plus en plus activiste, j'ai vraiment envie de m'engager pour la cause, contre l'homophobie, contre la sérophobie et contre toutes les LGBT-phobies en fait. Vous avez fait récemment un post Facebook pour révéler que vous étiez séropositif, 20 ans après l'avoir découvert. Pourquoi ce post et qu'est-ce qui vous a incité à le faire ? Alors j'ai décidé de faire un post Facebook juste après le début du confinement de mars 2020. En fait, à l'époque, on était un peu tous là, j'attrape le Covid, qu'est-ce qui m'arrive ? Et moi, je me suis dit, Steph, tu as la famille qui est dans le sud, si tu attrapes le Covid, tu te retrouves aux urgences, qu'on les appelle en leur disant, voilà, votre frère, fils a le Covid, et en plus, il est séropositif. Je me suis dit, ça va faire quand même beaucoup d'un seul coup pour la famille. Donc, je me suis dit, il est temps que tu leur en parles. Alors, j'ai 2 frères et une sœur. Un de mes frères était au courant parce que je lui avais dit dès le début, quand j'ai appris que j'étais séropo à l'an 2000. Et puis, il y avait mon autre frère et ma sœur. Donc, je leur ai fait un petit message que j'ai écrit, que je leur ai envoyé. Hyper bien reçu, c'est pas grave, tu es comme tu es, on t'accepte comme tu es, on t'aime comme tu es, etc. Derrière, j'ai fait un message sur WhatsApp, on a un groupe avec mes 5 nièces et mon neveu. Pareil, leur expliquer et tout. Tonton, c'est génial, bravo, on est trop fiers de toi, fais ton message et tout. Et puis derrière, j'ai posté ce message sur Facebook. Un soir, donc ça doit être 18h à peu près. Et là, ça a été juste un déferlement de positivité, de messages hyper soutenants, etc. Un peu comme tout le monde, les likes, tout ça, on les regarde toujours sur Facebook. Mais moi, je fais des posts, j'ai pas énormément d'amis. Là, j'ai eu 200 likes et 300 commentaires, ou l'inverse d'ailleurs. Bref, ça a été juste un tsunami de bienveillance, d'ondes positives, de soutien. Et j'ai trouvé ça formidable et je me suis libéré d'un poids. Mais je pense que si je l'ai fait à ce moment-là, c'est parce que j'étais prêt à le faire. C'est-à-dire que j'avais mûri le fait que j'étais séropositif, je l'acceptais, que je vivrais avec toute ma vie et que ça me posait plus un problème à moi, ça pouvait poser un problème qu'aux autres. Pensez-vous que la disance est une bonne arme contre la sérophobie ? La disance peut être une bonne arme contre la sérophobie, mais ça aussi, ça peut être mal compris. Enfin, moi, je pense que oui. Je pense qu'il faut être pédagogue, il faut être dans l'explication. Moi, pendant très longtemps, j'ai vu le VIH comme une maladie sale, honteuse. C'était mes représentations à moi. Donc j'avais honte d'en parler. J'avais honte de ce que j'étais, j'avais honte que... Et puis, en faisant des psychothérapies, en me comprenant, en parlant à des amis, etc., je me suis aperçu que le VIH, c'est comme ça, on l'attrape et puis c'est la vie. Et donc, j'ai décidé de faire cette disance pour juste montrer que le VIH, comme tout autre virus, on peut l'attraper. On peut ne pas l'attraper. On peut l'attraper par malchance. On peut l'attraper pour plein de raisons. Et l'idée, c'est que on n'a pas à avoir honte de ça. On n'a pas à avoir à se sentir sale. Moi, j'ai plus honte de ça. Je me sens plus sale de ça. Donc, j'essaie de faire de ma disance quelque chose de pédagogique, être dans une communication bienveillante en disant voilà ce que c'est que de vivre avec le VIH. Si vous l'acceptez ou pas, c'est votre problème. Mais en tout cas, moi, ça ne me pose pas de problème. Et du coup, en étant pédagogue, je pense que les gens l'accepteront mieux. Encouragez-vous toutes les personnes vivant avec le VIH à parler de leur statut ? Encourager quelqu'un de parler de son statut, moi je peux pas le faire. Je suis pas dans l'injonction de dire à toutes les personnes séropositives, dites-le. C'est pas possible parce que c'est trop dur. Il y a trop de conséquences. Alors, moi j'ai pas encore eu de conséquences négatives. Je sais que des personnes que je connais l'ont fait avant et pardonnez-moi l'expression, mais ont reçu des sauts de merde sur les réseaux sociaux, en privé, ont été menacés, insultés. Donc, moi, j'encourage personne à le dire. La seule chose que je peux dire, c'est que si une personne se sent prête à le dire et à l'assumer, de le faire, c'est extrêmement libérateur. C'est-à-dire que moi, depuis que je l'ai fait, donc en mars 2020, et depuis que j'ai fait ma disance, du jour de la disance de Aide, le 21 septembre 2021, je me suis enlevé un poids, mais juste incroyable, parce que maintenant, je vis libéré. Avant, je vivais avec un boulet que je traînais, que je cachais. Je ne me cachais plus ce boulet-là. Et ça, c'est extrêmement libérateur. Je me suis allégé, en fait. Même si on en parle moins, l'épidémie de VIH est toujours présente. Il est donc plus important que jamais de rappeler quelques fondamentaux. Quelle est la différence entre le VIH et le sida ? Comment fonctionne le traitement antirétroviral ? Et qu'est-ce que le TASP, le traitement comme outil de prévention ? Romain Palich,
médecin au centre de santé sexuelle parisien le 190, nous aide à faire le point. Bonjour Romain Palich. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer comment le virus infecte l'organisme ? Alors quand on est en contact avec le virus pour la première fois, le virus va rentrer dans le corps en s'attaquant à des cellules qu'on appelle les globules blancs qui en fait constituent le système immunitaire. Donc, le système immunitaire, c'est ce qui permet à tout le monde de se défendre contre les infections et contre certains cancers. Et le virus, une fois qu'il est rentré, une fois qu'il s'attaque aux globules blancs, il va pouvoir se multiplier comme ça en s'attaquant à de plus en plus de globules blancs. Et ça va prendre un temps relativement court, mais le virus va s'installer dans le corps et il va y avoir plusieurs phases. Quand on s'infecte, c'est ce qu'on appelle la primo-infection, c'est-à-dire la première fois que le corps va être en contact avec le VIH et il peut y avoir des symptômes. Dans la moitié des cas, peut-être un peu moins, on peut se rendre compte qu'on s'infecte, mais c'est des symptômes très banals. Ça peut être un peu de fièvre, ça peut être des éruptions cutanées, une angine, mais en fait, dans la grande majorité des cas, les gens ne s'en rendent pas compte. Après, quand le virus s'est installé, en général, il n'y a pas de symptômes pendant plusieurs années, et c'est vraiment quand on arrive à des stades très tardifs de la maladie qu'on peut avoir des symptômes, et ça, c'est ce qu'on appelle le stade SIDA. Les risques de transmission, ils sont très forts, et en particulier par voie sexuelle, mais aussi par la voie sanguine. Par exemple, quand on échange des seringues, quand on prend des drogues, ou de la mère à l'enfant quand on est enceinte et qu'on ne sait pas qu'on a le VIH. Et le risque, il est le plus important en primo-infection, justement. Au tout début, quand on vient de s'infecter par le VIH, et en fait, jusqu'à ce qu'on ait un traitement, ce risque, il reste très très élevé. Alors le sida, c'est la phase vraiment très tardive de la maladie. En fait, quand on est infecté par le virus, on n'est pas malade, c'est-à-dire qu'on n'a pas de symptômes, on va bien, on n'a pas besoin d'être hospitalisé. D'ailleurs, en général, on le sait pas et c'est bien le problème. Le stade SIDA, c'est le moment où les globules blancs sont plus capables d'assurer la défense contre les infections. Et en fait, c'est le moment où on va tomber malade, et on tombe pas malade du VIH, on tombe malade des infections contre lesquelles on n'est pas capable de se défendre parce qu'on n'a pas de système immunitaire. Donc le VIH, ça veut dire virus de l'immunodéficience humaine, donc c'est vraiment le microbe qui est responsable d'une maladie. SIDA, c'est la maladie liée au virus, mais encore une fois, vraiment quand on atteint des stades très tardifs de la maladie. Aujourd'hui, on peut vivre toute sa vie avec le VIH en restant en bonne santé grâce au traitement. Concrètement, c'est quoi une trithérapie ? Une trithérapie, c'est des médicaments, et en fait c'est l'association de 3 médicaments. Tri, ça veut dire 3, et donc ça veut dire que quand on veut traiter une infection à VIH, on va donner 3 médicaments différents pour plus d'efficacité sur le virus. Ça veut pas dire qu'on a 3 comprimés, ça veut dire qu'on a 3 médicaments différents qui agissent en même temps mais qui peuvent être dans le même comprimé. On se rend compte que y a des gens qui ont une maladie parfaitement contrôlée pendant très longtemps et on a aussi des médicaments qui sont beaucoup plus efficaces que ceux qu'on avait au tout début quand on a commencé à avoir des médicaments. Et donc on essaye pour que les gens ne prennent pas trop de médicaments et que le corps soit pas trop exposé aux médicaments, d'alléger les traitements. Soit en donnant des bithérapies par exemple, donc là 2 molécules de médicaments au lieu de 3, ou alors en diminuant le nombre de jours de prise, par exemple 4 fois par semaine au lieu de tous les jours. Est-ce qu'on peut prendre une bithérapie pas tous les jours, mais pour le moment on n'a aucune donnée qui nous permette de dire que c'est efficace. Comment agit le traitement ? Alors le traitement il agit sur la possibilité que le virus a de se multiplier. Pour qu'il se multiplie à l'intérieur des cellules, il y a beaucoup d'étapes très complexes, mais qui nécessitent l'intervention de molécules qu'on appelle des enzymes. Et en fait, les médicaments, ils vont empêcher le virus de se multiplier en bloquant les enzymes du virus. Et en mettant 3 ou 2 médicaments différents, on va bloquer différents endroits de la réplication, ce qui nous permet d'être plus efficace. On appelle ça suppression virologique ou charge virale indétectable. Et donc ça veut dire que le traitement, il est efficace. Ça veut dire qu'on donne des médicaments, le virus ne se multiplie pas, ne se réplique pas, et donc quand on fait une prise de sang, on ne retrouve pas cette réplication, donc on a une charge virale indétectable, qu'on trouve pas. Enfin, en fait, le virus, quand il se multiplie dans les globules blancs, et ces globules blancs, ils sont détruits par le virus. Donc en fait, c'est assez simple, quand on empêche avec les médicaments le virus de se multiplier, on empêche la destruction des globules blancs, et donc en fait, ça permet au système immunitaire de retrouver ses fonctions d'avant. Et plus on va traiter quelqu'un tôt, plus on va préserver le système immunitaire, en fait. Donc,
c'est toujours mieux de réussir à traiter une personne le plus vite possible. En fait, pour deux raisons. La première, c'est vraiment pour la personne, parce que plus on va traiter tôt, plus son système immunitaire va rester performant, il n'aura pas été détruit du tout par le virus. Et l'autre chose, c'est que en fait, plus on traite tôt, plus on empêche la transmission d'une personne à l'autre, et c'est évidemment aussi un enjeu très important aujourd'hui. Et quand on a une charge virale indétectable, on ne transmet pas le VIH, quel que soit le mode de transmission, que ce soit par un rapport sexuel, par voie sanguine ou de la mère à l'enfant quand on est dans le cas d'une dame enceinte qui va avoir un enfant. Quelles sont les conséquences dans la vie d'une personne vivant avec le VIH ? C'est très important ce concept de ne pas transmettre l'infection, le virus, quand on prend un traitement antirétroviral. Déjà, il y a une première conséquence majeure qui est préserver sa santé quand on prend un traitement. Évidemment, c'est pour ça que le traitement existe en premier lieu. La deuxième conséquence, donc c'est ce qu'on dit là, c'est le fait de pas transmettre à d'autres personnes, y compris par voie sexuelle. C'est hyper important de le dire parce que évidemment, la transmission sexuelle, c'est le premier mode de transmission dans le monde entier. Et ça a des conséquences très directes sur la qualité de vie, sur la qualité de la vie sexuelle. Quand on a un partenaire, des partenaires, une partenaire, on peut avoir des rapports sexuels sans avoir cette crainte ancrée en général très profondément de transmettre le virus. Donc c'est vraiment un soulagement souvent pour la vie sexuelle et aussi pour la vie en général, parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation sur les questions liées au VIH. Et ces stigmatisations, elles portent en général justement sur le risque qu'on a de transmettre l'infection. Aujourd'hui, quand on commence un traitement pour une infection par le VIH, on sait que l'espérance de vie de la personne chez qui on débute le traitement va être la même que l'espérance de vie de quelqu'un du même âge au moment où on commence ce traitement. Ça veut dire prendre un traitement et protéger les autres. Quand je prends un traitement, j'ai une charge virale qui est indétectable, mon infection est contrôlée, donc ça c'est un bénéfice individuel, et le bénéfice collectif, c'est de ne pas transmettre l'infection et en fait de stopper l'épidémie. Merci au Dr Romain Palich de nous avoir rappelé ces quelques informations essentielles. Pour terminer, rappelons que si vous êtes séronégatif ou que vous avez un doute sur votre statut sérologique, il est recommandé de vous faire dépister régulièrement. Depuis 5 ans, les mouvements MeToo et MeTooGay ont mis la question du consentement sur la table. Le consentement, en théorie, c'est simple. Quand une personne ne vous dit pas oui, c'est non. En pratique, les choses sont souvent moins évidentes, car on ne se trouve pas toujours dans une situation où il est facile d'exprimer ce que l'on désire ou ce que l'on ne désire pas. Alors, comment faire pour que lors d'un rapport sexuel, tout le monde soit sur la même longueur d'onde ? Et le consentement a-t-il des spécificités pour les hommes gays ou les hommes bi ? Nous avons discuté de ces questions avec le docteur Alexandre Aslan, sexologue et psychothérapeute. Alors, une question simple pour commencer. Comment définir le consentement ? Alors, de mon point de vue, puisque vous m'interrogez en tant que médecin et sexologue, évidemment, il y a une définition légale au consentement qui est la capacité d'exprimer clairement. Alors, selon ce qu'on est, c'est plutôt un oui. Quand on consent, on dit oui. Mais certaines personnes, évidemment, considèrent que le non est ce qui devrait davantage nous concerner. Le consentement, il est supposé être libre, éclairé, franc, massif. Ça, ce sont des définitions évidemment légales. On peut tous s'y retrouver à peu près. Quand on rentre dans un consentement sexuel, évidemment que le légal nous aide énormément, mais les subtilités de ce qui se passe dans la relation sexuelle peuvent parfois nécessiter beaucoup plus de travail sur la limite de cette notion. D'accord ? Donc, je ne vous parlerai pas en tant que juriste, mais j'essaierai de vous parler en tant que médecin ou clinicien autour de ces sujets. Comment s'applique le consentement dans les situations où l'on ne se parle pas forcément, comme les lieux de drague ou de sexe, c'est-à-dire les saunas ou les sex-clubs ? Alors, déjà, c'est vrai qu'on est là dans une acception du terme chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, qui est... Alors, il y a encore beaucoup d'autres notions au-delà de cette sexualité-là, mais dans la sexualité des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, on peut avoir l'impression qu'il y a un préconsentement. C'est-à-dire que les personnes se retrouvant dans des lieux dédiés à cet objet présupposent que tout peut être fait et que tout le monde est en état, dans ces lieux-là, de pouvoir recevoir ou exprimer son consentement et son contentement. On verra peut-être par la suite que c'est plus subtil et compliqué que ça, parce que les états à la fois d'excitation interne et externe, un certain rapport au groupe qui peut s'y trouver, un certain rapport à la
on pourrait appeler ça aux traditions, aux lieux. Il y a des lieux connus comme étant des lieux de drague, mais tous les gens qui y vont n'ont pas l'expérience de ce que c'est. Et puis un état interne, c'est-à-dire dans quel état je m'y trouve. Est-ce que j'y vais alcoolisé? Est-ce que j'y vais poussé par d'autres? Est-ce que j'y vais en ayant pris des substances? Et on voit bien que là, la notion de consentement, elle est à géométrie variable. Elle peut être difficile à négocier avant, remise en question pendant et problématique après. Dans votre expérience clinique, y a-t-il une prise de conscience depuis 2 ou 3 ans chez les victimes ou chez les personnes qui n'auraient pas respecté le consentement? Sur cette question-là, il y a des nouveaux contextes qui ont aussi poussé les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes à se poser la question du consentement, parce qu'il y a des pratiques nouvelles autour de la prise de produits dans les contextes sexuels qu'on sera peut-être amené à détailler, sur lesquels moi je travaille beaucoup, ou en cabinet ou à l'hôpital Saint-Louis où j'exerce également. Et la question dans le cadre de la prise de produits du consentement a un peu embrasé. Alors bien sûr qu'il y a les sexualités, elles sont pas hermétiques. Ce qui se dit dans la sexualité hétérosexuelle, le combat d'ailleurs, les positions des femmes et des homosexuels ont tout le temps dans l'histoire été très proches, puisque ça fait partie de communautés ou de minorités, je sais pas comment, enfin de groupes qui souvent quand l'un fait avancer son droit, l'autre en bénéficie. Et donc à partir du moment où les femmes ont commencé à s'exprimer sur ce que l'on a tous connu, eh bien il y a eu une certaine cohésion du fait que certaines personnes ont pu aussi exprimer leurs problématiques par rapport à ces sujets. Il y a effectivement, je ne sais pas si on sera amené à en reparler, beaucoup de questions qui se posent de fait dans le parcours d'un jeune ou d'une jeune homme ou femme qui ont des relations sexuelles avec des personnes du même sexe, parce que cette sexualité, elle est inconnue, c'est-à-dire elle n'est pas a priori montrée, vue, attestée dans une période de développement qui est la période initiale, et donc il y a toujours une certaine curiosité, un mal-être, une culpabilité qui peut être associée au début à ce sentiment et qui peut faire le lien ensuite avec une histoire de consentement un peu particulier. C'est-à-dire au fond, on peut consentir à se rendre compte qu'une sexualité homosexuelle est possible. Ça ne veut pas dire qu'on consent à l'acte avec la personne qui le propose. Alors ça pose aussi toute la question de quand est-ce que ça se passe dans la vie de la personne. Évidemment, c'est pas la même chose dans les termes de la loi quand ça se passe avant 15 ans ou avant 13 ans, quand ça se passe après, en fonction de la différence d'âge aussi avec la personne avec qui on a des rapports sexuels, et puis éventuellement avec la question de la proximité familiale. Donc ça, au-delà de la question du consentement, on entend très bien derrière la question de l'abus, la question de la violence ou du viol, et ça c'est encore des questions qui sont en résonance avec la question du consentement, mais oui, la période actuelle permet une interrogation au travers de ce qui est lu dans les médias, écouté à la radio, et ce thème-là peut faire écho chez des personnes qui auraient pu ranger cela, c'est-à-dire s'en séparer un peu comme d'un énorme bagage encombrant, perturbant, dans lequel on a tout enfoui, et qui reste dans un coin du psychisme, qui peut conduire à répéter de façon systématique des actions ou des actes sexuels, mais finalement qu'on n'ouvrait pas. Et le fait que certaines personnes et ouvertement se mettent à l'ouvrir peut inciter à s'en occuper et à en parler. Alors, chez les personnes qui pourraient être, au fond, alors, vous voyez, dans victime, on passe déjà à l'étape d'après, c'est-à-dire non-consentement et il y a eu abus, parce qu'il peut y avoir non-consentement et pas abus. Le fait de dire je consens pas, ça peut aussi s'arrêter là. Ce qui n'écarte pas la question du consentement en fait. Mais oui, il y a depuis 2 ou 3 ans des consultations en sexologie davantage chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes sur ce sujet, mais aussi, et c'est pour ça que je reviens là-dessus, sur le sujet du chemsex. On sait depuis longtemps que dans les addictions en général, et des addictions sexuelles en particulier, on trouve une proportion plus importante d'abus, de violences subies dans l'enfance, à peu près dans une proportion non négligeable, et on a pu voir dans les quelques études qui ont été qui concernent à la fois les pratiques de chemsex ou d'autres addictions chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, des antécédents donc d'abus infantiles ou d'abus sexuels, qui posent la question du consentement évidemment, du non-consentement en l'occurrence. Et les pratiques de chemsex étant en évolution exponentielle, on peut presque parler d'épidémie depuis les 10 dernières années, on est passé de consultations anecdotiques à environ
dans les cliniques de soins ou pour la PrEP ou pour les patients séropositifs ou les cliniques de santé sexuelle, entre 20 et 40% des personnes qui consultent ont une problématique liée au chemsex. Ça ne veut pas dire que le chemsex est une problématique aiguë pour tous, mais il concerne un nombre non négligeable de personnes. Et donc, ces pratiques-là sélectionnent, dans celles qu'elles ont de plus aiguës, une population qui a pu être l'objet, victime d'abus sexuels ou de violences sexuelles dans l'enfance. Donc on voit de fait, puisqu'on voit plus de patients qui arrivent avec des questions autour du chemsex, et quand on se met à travailler avec eux à la fois sur des questions psychiques et des questions sexuelles, ce thème-là revient et permet de l'aborder beaucoup plus. Mais alors c'était quelque chose, ça c'est majeur, qui était complètement sorti de l'univers de pensée des individus. C'est-à-dire qu'ils vivaient, entre guillemets, avec ce sujet, en s'étant débrouillés de son existence intrapsychiquement, c'est-à-dire en l'ayant ou reformulé, ou en s'étant arrangé avec, mais en n'ayant pas pris la mesure de ce que ça représentait. Et au cours du travail ou de la consultation, on voit des patients qui se mettent à réaliser ce qui leur est arrivé. Alors ça, c'est pour les gens qui ont été victimes, et pour les personnes qui auraient perpétré, c'est toujours pareil, vous m'interrogez sur le consentement, je ne veux pas parler de violence, de viol ou d'abus, c'est pas la même chose. Mais sur le consentement, effectivement, on a des personnes qui se disent « mais en fait, au fond, est-ce que je me suis toujours assuré de ça ? J'ai pu avoir l'impression que c'était OK, mais je m'en suis pas assuré. » Moi, j'étais marqué, j'étais faire des formations dans des écoles, dans des classes de 4e, 3e, qui avaient 13 ou 14 ans, évidemment, il y a garçons et filles. Une des premières questions, alors qu'on parlait de sexualité, que les personnes me posaient, c'était « comment on peut être sûr que l'autre est consentant ?» C'est-à-dire, la question existait, mais les moyens de s'en assurer posent question à ces tout jeunes. Elle pose encore la question à ceux qui sont très adultes et qui auraient pu avoir l'impression que ça n'avait jamais été un sujet. Donc oui, on est en plein milieu de tout cela actuellement. Puisqu'on parle de chemsex, quelles sont les difficultés à négocier le consentement dans ce type de situation ? On dirait qu'à nouveau, c'est très utile de garder en termes les termes de la loi. C'est facile à trouver partout, pour tout le monde, puisque la loi, c'est la loi. Bon, ceci dit, maintenant qu'on est dans la pratique individuelle ou collective, alors là c'est compliqué, parce qu'une scène de chemsex, évidemment, peut concerner 2 personnes, elle concerne souvent plus de 2 personnes, et on a pu tous expérimenter le fait que c'est pas tout à fait la même chose 2 que plus, le groupe, la volonté face au groupe, déjà, même sans produit, ça pose une question. Est-ce qu'on est toujours consentant à ce que le groupe fait ? Est-ce que la psychologie du groupe et la psychologie individuelle, c'est tout à fait la même chose ? Il y a plein d'écrits qui montrent que non, pas forcément. Et que les foules ou les groupes font des choses, ont des actions qui ne reflètent pas forcément ce que chacun aurait fait. Donc ça, c'est une première question. Évidemment, là, on parle en plus d'un groupe qui n'est plus conscient, au terme presque médical du terme, puisque des produits très psychoactifs, souvent il y a de l'alcool, bon, un peu moins, mais il peut y avoir beaucoup, alors dans le cadre du chemsex, du GHB ou du GBL, des catinones qui sont, on pourrait dire un peu comme des amphétamines, des dérivés, ou du cristal méthamphétamine, qui sont les 3 produits évidemment les plus retrouvés, éventuellement de la kétamine ou de la cocaïne, dans les pratiques sexuelles. Et alors ces produits induisent à la fois une telle désinhibition ou une telle accélération psychique, y compris des fantasmes, que ça pose plusieurs questions dans ces scènes-là. À la fois, parfois, le désir à tout prix d'obtenir une excitation fait que les limites ne sont pas... le psychisme n'est pas en action, et souvent, on peut constater ça, quand on est très excité d'avoir quelque chose ou quelqu'un, mais on ne réfléchit plus, il y a un mécanisme biologique qui se met à court-circuiter la pensée et le temps. Une certaine immédiateté aussi qui est engendrée par les rencontres en ligne, c'est-à-dire les applications de rencontres immédiates, pas les sites de rencontres qu'on aurait chez soi sur son ordinateur où on a le temps d'envoyer un message et de peser la question de la réponse. Mais le fait que tout soit accessible en 10 minutes, tout près, c'est-à-dire cette accélération et cette immédiateté pousse en fait à ne pas utiliser sa pensée et à être juste sous l'emprise d'une pulsion ou d'une très grande excitation, encore plus alimentée par la prise de produits, qui va faire que pour ces produits-là, évidemment, si on les dissocie, c'est souvent pas le cas, ils vont tous ensemble, mais le GHB ou le GBL, vous le savez, peut entraîne une désinhibition. C'est un anxiolytique assez important, donc la levée de l'angoisse, mais aussi à une très faible marge d'activité, c'est-à-dire que la différence entre la dose qui va être efficace et celle qui va entraîner un problème comme un coma ou une perte de conscience est très faible. Et donc vous pouvez vous retrouver dans des scènes sexuelles avec des personnes qui ont perdu conscience,
Et avec d'autres personnes qui sont pas tout à fait en état de se rendre, qui sont ou qui ne sont pas, mais parfois qui ne sont pas en état de se rendre compte que l'autre n'est plus conscient et qui vont continuer à avoir des actes sexuels. Bon, donc ça pose évidemment la question du consentement de tout le monde. C'est-à-dire, moi, j'ai subi une relation sexuelle où je me suis rendu compte que j'ai subi plusieurs relations sexuelles alors que j'ai pas donné mon consentement, puisque j'étais plus en état de le faire. Et puis moi, j'ai perpétré un acte alors que, mon Dieu, je me rends compte peut-être que mon partenaire, il n'était pas en état. Donc ça, c'est presque le plus facile, la question de la perte de la conscience. Par contre, ce que les gens réalisent pas aussi, il me semble, c'est que l'accélération induite par le cristal méthamphétamine ou par les catinones, il y a une telle emprise de l'excitation sur ces scènes-là que c'est plus vraiment une scène qui exciterait l'individu sobre dont on parle. C'est une scène qui n'est plus non plus en rapport avec un consentement. C'est tellement aigu, c'est tellement performatif et parfois tellement calqué sur des scripts pornographiques que les gens peuvent voir, par exemple, sur les sites en ligne, etc. Mais voir et faire, c'est pas la même chose. Et le fait de se retrouver dans une scène parfois vue des dizaines de fois sur de la pornographie présuppose que, comme elle excite quand on la voit sur un écran, alors on va être excité à le faire. C'est pas vrai du tout. Et comme c'est alimenté par la prise de produits qui désinhibent et qui fonctionnent que sur de l'excitation, alors là, sur le moment, ne se pose pas la question du consentement puisque tout le monde a les yeux ouverts. Mais après, peuvent se poser la question de « mais je ne voulais pas faire ça au fait ». Au fond, j'étais dans un état où il me fallait tellement d'excitation que j'ai tout accepté, ou que j'ai pas dit non, et puis après, à distance de la scène, j'ai des résurgences, des réminiscences, je me revois faire, puisque contrairement par exemple à l'alcool, qui à haute dose donne une espèce d'amnésie ou une espèce de trouble autour de la mémoire de la scène, ces produits-là, on se souvient de ce qu'on a fait. Enfin, on se souvient de ce qui a été fait par son corps pendant cette activité-là. Et donc, le fait de s'y retrouver en dehors et de dire mais comment est-ce que j'ai pu faire ça, et en même temps le corps a été excité par ça. Donc comment ne pas revenir dans ces scènes qui ont été tellement excitantes pour le corps, et éventuellement pour une certaine fantasmatique, alors que ce qu'on pourrait appeler sa morale personnelle, son éthique, son envie, en fait, sans les produits, ne vont pas jusque-là. Ça, c'est compliqué. Ce sont des questions très complexes, avec en plus le fait de reproduire des images qui elles-mêmes, et on le sait, il y a eu des reportages faits récemment dans l'univers de la pornographie, qui posent la question du consentement, y compris dans des images qui sont visualisables par des centaines et des milliers de personnes. Les acteurs ou les actrices, plutôt les actrices en l'occurrence dans ce qui a été montré, mais ne sont pas forcément consentantes à ce qui se passe. Donc évidemment, on se retrouve très loin de scène autour de la vérité et des conséquences que ça peut engendrer. La loi, elle repose sur des textes qui sont inébranlables. Pour la sexologie et la psychologie, à quel moment est-ce qu'il y a eu perte du discernement? À quel moment est-ce que... parce qu'évidemment, qu'est-ce que ça pose aussi comme problème, le fait que les personnes aient ces actions en prenant des produits? Tout le monde pense qu'ils étaient... les gens, ils sont volontaires pour prendre des produits, à part le fait d'avoir été violés ou abusés, alors qu'ils avaient été mis sous l'emprise d'un produit qu'ils n'avaient pas décidé. Mais souvent, ils prennent les produits volontairement. Alors ça, c'est très compliqué comme notion à faire émerger, c'est-à-dire... J'étais peut-être d'accord pour me griser ou prendre un peu de quelque chose, mais j'étais pas forcément d'accord pour en subir toutes les conséquences. Parce que quand on connaît pas la conséquence, par définition, au début, on sait pas tout à fait ce que ça va faire. Et puis parfois, si on revient sur d'autres produits que tout le monde connaît, parfois un verre ou deux de vin, si vous allez bien dans votre journée, ça vous détend, ça vous anxiolise, ça vous permet d'être au contact avec les autres. Mais si, dans la période que vous vivez, vous êtes sous contrainte, très angoissé, si vous avez des gros problèmes, vous pouvez avoir ce que les gens appellent l'alcool mauvais ou l'alcool agressif. Et c'est pas forcément une question de quantité, c'est aussi une question de moment. Donc, le moment, quand on prend des produits, qu'on est entouré par des copains en début de soirée, qu'on peut se dire, là, je suis bien entouré, je vais voir, et le moment de 3 heures après où les copains sont partis faire autre chose et on a repris d'autres produits et qu'on est mis dans une circonstance où la conséquence sont des actions complexes après à gérer, c'est pas le même moment et c'est pas le même psychisme auquel on s'adresse. Alors, pour le psychologue, le psychothérapeute ou le sexologue, c'est beaucoup plus subtil d'aller chercher ça avec le patient, d'autant plus que généralement, quand on voit les patients, ils sont pas sous produits. Et donc, il y a aussi toute l'idée de la honte, de l'auto-jugement, de la perception négative qu'ils peuvent avoir, y compris par rapport au thérapeute qui est là, a priori, pour les écouter sans jugement et pour essayer d'aller plus loin avec eux que s'ils étaient tout seuls. La honte se pose quand même. Donc, c'est pas parce qu'on prend un produit qu'on est consentant à toutes les conséquences du produit. C'est pas parce qu'on prend de l'alcool, si je caricature au maximum, qu'on est consentant d'avoir un cancer du foie ou une encéphalite ou des troubles, et c'est pas parce qu'on fume
qu'en fait, on est consentant à l'idée d'avoir un cancer du poumon, même si on sait que ça existe. C'est pas tout à fait la même chose. Ça s'adresse pas au même moment, au même endroit, à la même pulsion. Et ça, c'est compliqué dans la pulsion sexuelle parce que elle est en plus enrobée d'histoires personnelles et de honte. Et puis, elle pose la question dans ce qu'on discute ensemble de l'homosexualité, qui est pourquoi est-ce que le chemsex, dans toutes les études au monde, touche à des patients ou des personnes, qui ont des relations sexuelles avec des personnes du même sexe? Parce qu'il y a une vraie problématique de développement psycho-affectif ou psycho-émotionnel encore dans cette population qui mérite d'être étudiée beaucoup plus et beaucoup plus largement que on le fait jusque-là. Les solutions à cela passent-elles par la prévention et l'éducation sexuelle? Oui, alors ça, c'est vraiment je pourrais dire presque le nerf de la guerre. Mais la prévention sexuelle, elle est souvent, c'est compliqué parce que, vous voyez, on est un peu à deux niveaux. En fait, on considère que une personne qui a 13, 14, 15 ans, d'ailleurs c'est souvent les parents qui considèrent, mais n'est pas encore en état d'écouter tout. Or, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la plupart, il y a plus d'une personne sur deux à 13 ou 14 ans qui a déjà eu accès à des contenus pornographiques. Est-ce qu'ils étaient consentants pour ça? Je me suis occupé d'un jeune homme, de la mère d'un jeune homme qui a 14 ans et qui est tombé sur des contenus montrés par ses amis, des contenus extrêmement choquants, illicites, qui l'ont profondément marqué et sur lesquels il tourne en boucle. Bon, est-ce qu'il était consentant à ça? Il était consentant à être avec ses copains, à partager un téléphone parce qu'ils étaient tout contents d'avoir un téléphone connecté. Évidemment, la plupart des jeunes gens, quand ils ont un téléphone connecté, ils vont regarder ces images-là parce que c'est excitant et parce que c'est interdit, parce que c'est transgressif. C'était complètement impossible il y a 15 ou 20 ans. C'était pas possible. Pour avoir accès à ces images-là, il fallait être sur un ordinateur, et encore, il y avait la famille qui pouvait voir l'ordinateur. Donc, c'était pas possible. Et puis, c'était beaucoup moins facile. Donc, la possibilité d'être comme ça effracté, c'est-à-dire de recevoir toute cette information avec la transgression, l'interdit qui est associé, une part d'excitation obligatoire, parce que et l'excitation, ça ne veut pas dire qu'on est participatif à l'excitation. L'excitation, c'est ce qui vient vous choquer. Quelque chose d'extrêmement accélératif, ça excite. Ça ne veut pas dire qu'on est heureux d'être à 200 à l'heure dans les rues de Paris, dans une voiture qui va vite. Mais par contre, même si on a extrêmement peur, on va être très excité de ça. C'est-à-dire, le psychisme va s'accélérer. Donc, l'idée que tout ce qui excite est volontaire et choisi, ça, c'est vraiment pas du tout la même chose. C'est ces notions-là qu'il faut arriver à faire passer. Souvent, quand on arrive auprès des jeunes à 13-14 ans, on voyait qu'un sur deux a déjà vu des images pornographiques, du coup. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur parle souvent, parce que c'est plutôt accepté, de maladies, de non-maladies, de comment on fait des enfants ou comment on ne fait pas des enfants, de la contraception. Mais c'est vrai que le désir, la limite du désir, la pulsion, l'excitation, le jeu érotique avec un autre ou des autres, un orgasme, qu'est-ce que ça, la physiologie en fait sexuelle, qu'est-ce que ça implique comme limite, qu'est-ce que ça implique, ça en fait c'est pas abordé, c'est très très peu abordé, voire jamais. Et donc ce qu'il aborde tout ça souvent, c'est les contenus pornographiques, c'est-à-dire les gens sont plongés directement dans ces images, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour des adultes et parfois c'est beaucoup trop pour des enfants parce que souvent les enfants ou les jeunes ados, ils vont garder ça pour eux. Et ils peuvent normer tout un tas de choses. Je veux dire, ils peuvent normer des tailles de pénis, le fait d'avoir des rapports pendant des heures sans éjaculer, le fait d'avoir les tailles de pénis moyens. Il y a des ce qu'on appelle des dysmorphophobies, c'est-à-dire des fausses croyances énormes concernant les individus, mais aussi dans la réalité autour de pénis mythiques qui devraient mesurer 17, 18 ou 19 cm. Les tailles moyennes sont entre 13 et 15. Et c'est les tailles physiologiques, c'est normal. C'est ce qu'on voit. Parfois, les gens vivent comme si tout le monde imaginait que c'est normal de vivre dans un pays où tout le monde mesure 2,50 m. Mais c'est pas vrai. Il peut y avoir des gens qui mesurent 2 mètres, mais c'est pas la norme. Donc, toutes ces idées-là, véhiculées, parce que quand on regarde des films, c'est toujours des choses extrêmes ou un peu exotiques qui sont montrées. Donc, ça devient une norme, une fausse norme. Et en fait, après, on se retrouve dans des circonstances sexuelles où on est un peu à côté de ce qui pourrait satisfaire l'individu. Et on est au-dessus de sa capacité à se satisfaire. Et très souvent, pour ça, il faut des produits pour aider à ça. Donc oui, de l'information, à l'école, parce que tout le monde passe par là et ça serait le meilleur endroit pour le faire. Et puis probablement aussi que les médecins
qui sont quand même des gens qui consultent les gens qui ont des troubles, mais pas que les médecins, les policiers, les pompiers, le système judiciaire ou juridique, parce qu'il y a beaucoup d'appels à tous ces professionnels-là, sachent un peu se débrouiller de tout ça, hein, de la sexualité et de la sexualité homosexuelle, puisque c'est sur ce sujet-là que vous m'interrogez, est très peu connue. Elle n'est pas connue, elle peut donner l'impression qu'elle est très extrême, elle n'est pas plus extrême qu'une autre en fait. Ce qui est extrême se voit plus, mais il y a la même problématique dans les consultations autour du couple à deux, de la fidélité, enfin c'est les mêmes questions. Mais par contre, la proportion d'extrémité est très vue. Et puis comme elle est très vue, elle est très répliquée. Donc éducation, formation, certainement, de beaucoup d'autres professionnels autour des personnes, c'est-à-dire à chaque endroit où ce sujet-là pourrait être abordé. Puis, ce qui me semblait aussi important à vous dire, en dehors du contexte des gens qui prennent des produits sur le consentement, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué vraiment avec la pratique clinique, c'est que quand en fait, la question de l'orientation sexuelle de l'enfant qui va devenir adolescent autour de l'homosexualité, même aujourd'hui, évidemment, alors que dans nos sociétés à nous, européenne ou de l'Ouest ou occidentale, et c'est censé être plus acceptable d'en parler ou de se le dire, eh bien en fait, non, pas entre l'enfance et le début de l'adolescence, ça reste toujours quelque chose de difficilement vécu. Alors évidemment, il y a des familles où ça se passe bien, mais parce que c'est pas partageable avec son noyau familial. Souvent, on peut pas le dire, mais c'est pressenti. Et ça crée une solitude extrêmement importante dans la vie psychique et émotionnelle de la personne qui commence à pressentir ça. C'est pas du ressenti comme un adulte, mais ça se passe pas comme ça devrait, entre guillemets, c'est-à-dire avec des gros guillemets, c'est-à-dire là où mes petits copains ou mes petites copines fonctionnent comme ce que je vois à la maison, moi ça se passe pas pareil. Pourquoi ça se passe pas pareil ? En même temps, je sens bien que si je suis différent, je vais pas pouvoir tout de suite en parler, donc je vais vérifier ça. Et ça crée une certaine curiosité autour de cela qui peut faire le lit de l'abus. C'est-à-dire que il y a à la fois dans ces scènes-là, je pourrais dire ça comme ça, même si ça peut être maladroit, un consentement à voir si ce que je pressens c'est vrai, ou alors est-ce que je délire, ou est-ce que c'est pas possible. Donc une appétence à regarder si cette sexualité peut exister, mais certainement pas un consentement à ce qu'elle soit vécue réellement et explicitement avec un autre, qui peut être un adulte, qui devrait au contraire mettre des limites. Mais pourquoi est-ce qu'on retrouve chez les hommes, qu'on a des relations sexuelles avec les hommes, ça c'est la question, plus d'abus et donc plus de non-consentement, mais pas forcément un non-consentement exprimé, il vient s'exprimer beaucoup plus tard dans le cabinet du sexologue ou du médecin, parce qu'à ce moment-là, c'était une demi-réponse à une question qui était « c'est possible cette sexualité ». Ce que je ressens à l'intérieur de moi, finalement, c'est possible que ça existe vraiment et ça puisse se vivre. Bien sûr, pas comme ça, mais et comme en plus, je ne peux pas raconter cette sexualité-là dans ma famille, dans mon nucléus familial, je suis isolé 2 fois. J'ai pas pu exprimer vraiment mon consentement sur l'acte, où il a été forcé, où il a été abusé, et je ne peux rien en dire au milieu qui est censé me protéger, parce que si je lui disais, je courrais 2 fois plus le risque d'être rejeté. Et donc, il y a quelque chose autour de ça, et c'est utile de le dire, puisque je reboucle avec ce que vous me demandez sur les formations, dans les écoles et autres, parce que ça, il me semble que ce n'est pas bien perçu. Et on arrive avec des personnes à 30, 40 ou 50 ans, qui disent, mais évidemment, j'ai vécu ces scènes, très longtemps j'ai cru que je les souhaitais, parce que ça me permettait de réaliser, je parle de ça d'il y a 50 ans ou 40 ans en arrière, la société parlait pas pareil des relations entre hommes ou entre femmes à l'époque. Ça permettait de débloquer quelque chose, mais ce que les gens revisitent, c'est qu'au fond, ils ont été un peu utilisés comme des objets. Et un objet, ça dit ni oui ni non. Un objet, c'est posé là. Et c'est tout ça, la question du consentement, en fait, c'est qu'est-ce qui fait que dans la scène, je suis pas un objet ? Psychiquement ou sexuellement parlant, ça serait peut-être ce qui vaut le plus. Est-ce que je suis quelque chose dans la scène qui a été posé là ? Parce que quelque chose, ça ne dit pas. Ou alors est-ce que je suis quelqu'un ? Quelqu'un qui peut dire ça je veux bien, avec toi je veux bien, mais ça, cette pratique je veux pas. Ou ce produit-là je veux bien, mais qu'à condition d'être entouré par ces personnes-là et jusque-là. C'est pas parce qu'on consent à un rapport avec quelqu'un qu'on consent à tout faire avec cette personne-là. C'est pas parce qu'on consent à avoir un rapport avec un préservatif que quand on a, entre guillemets, le dos tourné, si le préservatif saute,
ce que la PrEP résout aujourd'hui, hein, en tout cas pour le VIH, mais pas pour les autres IST, quand quelque chose se passe à son insu, on n'est pas consentant. On a pu choisir un partenaire et se tromper. Donc vous voyez que toutes ces notions sont extrêmement complexes à élaborer, et souvent elles mettent beaucoup de temps. Elles sont prises dans de la culpabilité, dans de la honte, dans le temps qui passe, parfois dans la résignation. Et les mouvements actuels, la médiatisation de tout ça, permet de réactiver. Parfois, c'est bien, et parfois les gens s'en sortent très bien, arrivent à repsychiser, à remettre tout ça en pensée. Parfois, il faut absolument être entouré de gens dont c'est le métier. Il ne faut pas aller trop vite, il faut aller au rythme avec lequel la personne peut se souvenir et réintégrer ces choses-là. Écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Sex Safe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez également plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexsafe.fr. À très vite. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Vivre avec les VIH prend une pause de 2 semaines. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai écouter des rediffusions sur les meilleures émissions de ces premiers mois de 2024 et nous reviendrons au mois de mars. À bientôt.